Ok, merci, docteur Wamba, et merci aussi au professeur Brice pour votre présentation assez claire. Je dois juste rappeler à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant que nous sommes à une conférence d'ouverture. C'est un kick-off d'un gros projet qui démarre. Donc, vous comprenez bien que on ne peut pas, voilà, en un seul jour, en quelques heures, creuser sur tout ce qui est opportunité de bourse. Et comme on l'a dit, au fur et à mesure, nous organiserons des conférences comme celle-ci sur des aspects précis, spécifiques. Et aussi, on fera des vidéos comme le docteur Naïm et M. Eloge l'ont dit au départ. Voilà, des contenus qu'on produira et qu'on va déposer sur nos différentes plateformes afin que certains puissent s'en inspirer. Voilà. Donc, le panel 3, effectivement, c'est construire un réseau scientifique efficace. On va dire construire et entretenir, parce qu'il ne suffit pas juste de construire son réseau, il faut le construire et il faut l'entretenir. Et donc, on aura principalement 4 points à développer. On parlera dans un premier temps de l'importance du networking pour les chercheurs. Comme je le dis, nous sommes à une conférence des chercheurs aspirants et chercheurs aussi seniors. On parlera de l'importance du networking. Ensuite, on parlera de l'utilisation des outils numériques, voilà, tels que les réseaux sociaux. Voilà, ça peut être les réseaux sociaux généralistes que tout le monde connaît, Facebook, WhatsApp, TikTok, voilà, un ensemble de choses comme ça. Snap, ça sont les réseaux sociaux généralistes. Après, chacun a une fonction particulière. On parlera aussi des réseaux sociaux professionnels et académiques. On verra que ouais, il y a la différence entre tous ces réseaux sociaux-là. Il faut juste savoir comment les utiliser. En 3, on parlera de la participation aux conférences, qui est effectivement quelque chose qui conduit à construire, à entretenir son réseau scientifique. Voilà, il faut être présent en ligne, il faut participer aux conférences, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne. Je suis sûr qu'à l'issue de ce webinaire, voilà, des gens vont forcément se créer des réseaux. On ne va pas partir comme ça. On va forcément créer un lien entre nous et vous, entre plusieurs personnes. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif, être présent en ligne. Et on parlera enfin de la collaboration interdisciplinaire et intercontinentale d'un monde qui se veut, voilà, en mouvement. Next, Naïm. Donc, dans un premier temps, on va parler de l'importance du networking. On appelle encore ça, voilà, réseau professionnel pour les chercheurs, notamment les chercheurs africains. Parce que, effectivement, les Africains ont, voilà, toute, je vais dire ça comment, la motivation, tout intérêt à participer au networking dans un monde de recherche particulièrement où nous, que ce soit scientifique, que ce soit littéraire, on a toujours besoin des autres, parce qu'il faut le dire, même ceux qu'on appelle entre guillemets littéraires, qui sont supposés parfois travailler avec, on va dire ça comme ça, qui sont supposés ne pas avoir d'appareils, de gros appareils lourds, mais ils n'ont pas accès au niveau de nos pays à de la bibliothèque, à un espace pour travailler. Donc, les Africains, en fait, ont tout intérêt à networker. Donc, pour cette partie de l'importance du networking, nous parlerons en fait on va développer 6 points en commençant par l'accès à des opportunités de financement. Donc, si vous networkez, si vous faites du networking, si vous collaborez, vous pouvez avoir accès à des opportunités de financement. Ça, c'est sûr. Parce que voilà, en créant un réseau, vous allez forcément collaborer avec des chercheurs d'autres pays. Et voilà, de plus en plus, ce qu'il faut dire, c'est que les organismes de bourse, les gouvernements essayent et obligent même les chercheurs à collaborer. Ça veut dire qu'on n'arrive plus en fait à monter un projet isolé en disant, OK, je suis le pauvre tel, je monte un projet. En fait, on va t'obliger
c'est-à-dire directement, de collaborer avec d'autres chercheurs africains pour pouvoir postuler un programme de financement, par exemple. Donc, une autre importance du networking, c'est la collaboration scientifique. Voilà, tout ça là, ça se rejoint avec le premier point, la collaboration scientifique. Et là encore, je dis encore, les Africains ont tout intérêt à collaborer, comme je dis, avec des pays développés. Ils peuvent collaborer pour avoir accès, par exemple, aux laboratoires mieux équipés, pour avoir accès à la bibliothèque. Parce que, souvenez-vous, nos universités, je vais dire ça comment, ne paient aucune souscription. On n'est pas capable de faire des articles qui doivent nous aider même dans nos travaux. Aujourd'hui, c'est encore un peu plus facile. Mais je peux vous assurer, avant, c'était tellement difficile, assez compliqué. Donc, en créant un réseau, on peut collaborer. Voilà, donc, collaborer pour avoir accès aux laboratoires équipés, collaborer, par exemple, pour co-publier avec des chercheurs dans des pays développés, dans des journaux, par exemple, à fort facteur d'impact, parce que c'est tout ça qui, à la fin, te permet d'être éligible à l'avenir à un certain nombre de programmes. Voilà, il faut collaborer pour participer à des projets interdisciplinaires, parce que vous allez voir, si je prends le cas, par exemple, du programme Marie Curie, où il y a 4 piliers, genre, je crois qu'il y a le pilier postdoctoral, le pilier doctoral networking, ou alors ce sont les chercheurs qui se mettent ensemble pour écrire des projets. Une fois que le projet est financé, ils recrutent dans les doctorants à travers ce programme-là. Et pour ça, il faut networker, il faut un réseau scientifique. On va parler en fait en 3 de la visibilité et la reconnaissance. Effectivement, lorsque vous créez un réseau, ça peut augmenter votre visibilité, ça peut augmenter votre reconnaissance en fonction de qui, avec qui vous marchez. Si je prends par exemple de nous, le cas de chercheurs en herbe que nous sommes, parce qu'on collabore, parce qu'on publie par exemple avec nos enseignants seniors, qu'ils soient au pays ou bien qu'ils soient à l'étranger, ça nous rend plus visibles. Parce que voilà, voir que tu as publié avec tel prof qui est un expert du domaine, je crois que en fait, ça augmente ta visibilité et ta reconnaissance. C'est parce que tu as fait un que tu peux faire deux, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment ça. Donc, la visibilité et la reconnaissance est un point à souligner. En 4, il y a le mentorat. Vous voyez, mentorat et développement de carrière. Ça, c'est toujours ça. Ça veut dire que si vous networkez, vous pouvez développer ça. De plus en plus, on n'arrive pas à, on ne peut pas tout faire. C'est parce que vous allez networker, c'est parce que vous allez collaborer avec les gens, que vous allez trouver des mentors qui peuvent vous aider dans votre carrière. Et rassurez-vous, les mentors, c'est de tout type. Les gens, parfois, sous-estiment le mentorat de l'autre. Si je vais citer comme ça, là, en passant, vous pouvez avoir, par exemple, c'est-à-dire qu'en collaborant, vous pouvez avoir, par exemple, des mentors stratégiques. Il a son rôle. Vous pouvez avoir des mentors, c'est-à-dire le mentor stratégique va vous aider, va vous donner quelques tips à pouvoir atteindre vos buts, par exemple. Vous pouvez avoir des mentors inspirants. C'est-à-dire que quelqu'un peut être là parce que vous collaborez avec lui, vous voyez comment est-ce qu'il fait et ça vous motive. Ça, c'est toujours un mentor. Vous pouvez avoir des mentors de réseau, des gens qui vous connectent, c'est-à-dire parce que vous le connaissez, vous devez connaître d'autres personnes qu'il connaît et ainsi de suite. Vous pouvez avoir des mentors, par exemple, du développement personnel. Parce que vous savez, aujourd'hui, en fait, on en parle. On en parle, vous allez voir des gens, en fait, c'est parce qu'il a une façon de voir les choses qu'il parvient à décrocher un ensemble de choses, avoir un ensemble de financements. Donc, ça, on travaille aussi. Vous pouvez avoir des mentors techniques, par exemple. Je crois que de plus en plus, parce qu'on travaille aujourd'hui avec des outils assez sophistiqués. Des fois, on n'a pas la licence. Il faut que les gens en Chine, aux États-Unis, puissent nous donner les codes pour qu'on ait accès au logiciel et nous former sur ce logiciel-là, par exemple. Ce sont des mentors techniques, par exemple. Et donc, il y a des choses que si vous ne vous faites pas accompagner, je vous assure, soit vous n'allez pas y arriver, soit vous allez prendre assez de temps pour apprendre vous-même. Un autre point, en fait, c'est de surmonter ce qu'on appelait ici l'isolement scientifique. Surtout les Africains, ceux qui sont basés dans les zones rurales, par exemple, voilà, les pays sous-équipés, ils peuvent se sentir isolés.
C'est-à-dire ils ne seront éligibles nulle part sur un ensemble de choses, en fait, sur les gros financements. Donc, le fait de collaborer permet qu'ils s'intègrent voilà, dans un ensemble de projets, d'un ensemble de financements. Ils ne se sentent plus isolés. Ils sont reconnus partout. Voilà, on va les reconnaître à la juste valeur parce qu'ils vont se retrouver dans différents milieux. Et on va parler en dernier lieu ici de la valorisation de la recherche africaine. C'est parce que les chercheurs africains collaborent avec d'autres chercheurs de renom qu'on va se dire que d'accord, en Afrique aussi, on fait des choses qui valent la peine. On peut désormais collaborer avec les chercheurs africains parce qu'ils sont crédibles. Ils ont des partenaires crédibles, alors eux aussi, ils sont crédibles. Next. Donc, maintenant, quels sont les moyens de créer et entretenir ces réseaux? Si vous avez déjà une idée sur l'importance du networking, comment est-ce que vous les créez et comment est-ce que vous les entretenez? On peut, par exemple, comme je l'ai dit, utiliser des outils numériques. On peut participer à des conférences, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, et on peut collaborer de façon indisciplinaire et intercontinentale. Next. Alors, j'ai parlé au tout début ici des réseaux sociaux généralistes comme voilà, Facebook, WhatsApp, Snapchat et un ensemble de choses. Maintenant, en tant que chercheur, voici en fait deux réseaux qui se positionnent, c'est-à-dire LinkedIn et ResearchGate. C'est deux réseaux en fait qui se positionnent comme étant parmi les meilleurs. C'est-à-dire LinkedIn pour ce qu'on appelle réseaux sociaux ou réseaux social professionnels et ResearchGate par exemple pour réseau social académique. Notamment, comme vous le savez, tout le monde le sait, c'est-à-dire que je vais dire ça comment, la fonction de base, si on va demander aux gens, voilà, c'est quoi, tu fais quoi avec LinkedIn, il va dire que ça le permet de se connecter à d'autres chercheurs. Effectivement, c'est important cette connexion-là avec d'autres chercheurs. Maintenant, il faut rester sur LinkedIn, par exemple, il faut suivre les experts du domaine, il faut suivre les entreprises et les universités. Tout à l'heure, je parlais dans ma présentation précédente de la pratique du pull et non du push. Ça veut dire que la plupart du temps, toutes ces universités, ces entreprises, ces fondations privées ont des comptes LinkedIn. Et donc, ils vont publier un ensemble de choses sur leur compte, soit des appels à projets, ainsi de suite. Si tu ne suis pas, je prends un exemple par exemple, si tu ne suis pas l'université de Cambridge, par exemple, sur LinkedIn, à chaque fois, il va falloir que tu ailles chercher l'information sur les plateformes. Alors, suivre donc cette université permet que, voilà, lorsqu'ils vont publier, tu vas voir ça dans ta page. Donc, il faut suivre les universités. Ça permet en fait d'entrer dans, c'est-à-dire de développer tes collaborations. Maintenant, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, vous savez, LinkedIn aujourd'hui se positionne même comme un vrai moteur de recherche. Parce que, retenons-le, un vrai moteur de recherche. La plupart du temps, certains vont demander voilà, comment est-ce que je trouve un encadreur et tout ça là, je n'arrive pas à voir l'encadreur de mon domaine. Comme on dit, commencez par LinkedIn, ce réseau social professionnel, pour suivre les experts de votre domaine. Et quand je dis que ça se positionne comme un vrai moteur de recherche, parce que même sur LinkedIn, en fait, il y a l'option recherche, un peu comme partout. Il y a l'option recherche. Ça veut dire que, si je prends un exemple, si vous êtes biochimiste, pharmacologiste, tu pars sur LinkedIn, par exemple, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes, en fait, même en anglais, c'est plus mieux biochimie, pharmacologie. Ça dit, ça te donne en fait un ensemble de noms et de profs parce que la plupart du temps, les profs là, en fait, sont aussi sur cette plateforme-là. Ça donne un ensemble de noms de professeurs et même d'instituts qui font dans la biochimie, la pharmacologie. Et si vous faites ça, vous allez voir même que il y a aussi une façon de filtrer la recherche dans LinkedIn. Filtrer, ça dit que tu vas chercher, on va dire les personnes, les entreprises, les instituts. Tu peux filtrer et à partir des mots-clés, en fait, tu réussis à trouver des chercheurs dans ton domaine à partir de LinkedIn. C'est ce que je fais actuellement. Ça dit que je commence même par là avant d'aller sur Google. Ça dit que je commence même par là. Ça dit que je déniche les noms, comme on dit souvent. OK, dans la plupart du temps, on commence à dire que bon, on va prendre les articles sur lesquels c'est le domaine, mais je dis, je commence par là et j'ai un ensemble de profils d'universités qui font dans mon domaine. Et à partir de là, je peux aller taper sur Google pour voir en fait
pour avoir un ensemble d'autres informations et c'est important. Si vous prenez un cas pratique, par exemple, récemment, je cherchais des encadreurs pour un programme de bourse et voilà, j'ai écrit, j'ai fait des mails et pendant que je me baladais sur LinkedIn, c'était un professeur là qui sont effectivement sur cette plateforme-là. J'ai envoyé l'invitation, certains ont répondu. Et quand il a répondu, là, en fait, comme ça, là, j'ai profité, j'ai fait un mail, un message de courtoisie à l'intérieur, comme ça, en disant que je suis intéressé par ces travaux et tout ça, là, et que j'ai fait un mail, tout ça, là. Il m'a répondu, vous voyez, c'est parce que cette connexion-là, j'ai envoyé l'invitation, il a accepté, et après, je me suis présenté via LinkedIn en disant que j'ai envoyé un mail. Le mail que j'avais envoyé depuis, c'est parce qu'on s'est salué sur LinkedIn qu'il allait répondre à mon mail. Donc, ce sont les plateformes aujourd'hui qui doivent être pour les chercheurs comme nous, qui sont à la recherche d'opportunités, comme nos Facebook en fait. Au lieu de passer beaucoup de temps sur Facebook, il faut passer beaucoup de temps sur cette plateforme-là. Suivre les experts du domaine, suivre les universités, suivre les institutions et forcément il y a un ensemble d'informations. Parce que moi, je le répète, la plupart des conférences auxquelles je participe, un ensemble de choses, c'est par là que je trouve. Donc, à côté de ça, il y a ResearchGate qui est un réseau académique, vraiment académique. Et tous ceux qui y sont, ils savent bien comment ça fonctionne. Après, si tu es un chercheur en herbe, un jeune chercheur, j'ai souvent vu certaines personnes dire que non, c'est quand je vais avoir au moins un article que je vais créer mon profil ResearchGate. Non, tu fais fausse route. Il faut créer dès le début. Tu commences à suivre effectivement les chercheurs dans le domaine. C'est parce que tu suis les chercheurs de ton domaine, que quand tu ouvres ResearchGate, par exemple, on t'affiche un ensemble d'articles qui viennent d'être publiés dans ton domaine. Tu n'as pas besoin d'aller dans Google ou sur autre plateforme d'éditeur de journaux, taper les mots-clés pour voir l'ensemble. Donc, ça aide à pratiquer en fait ce genre de recherche. Donc, il faut, comme on dit, vous voyez aussi là-bas, on dit, pouvoir avoir accès à certains articles qui sont payants parce que c'est ça qu'on fait en fait. Vous voyez, dans le ResearchGate, il y a Request for Article. Tu vois un article qui est payant, tu peux demander et l'auteur te donne. Moi, par exemple, la plupart du temps, sur le ResearchGate, je demande les chapitres des livres parce que la plupart du temps, c'est un chapitre des livres qui sont dans les encyclopédies de Elsevier, mais ils ne sont pas disponibles. Même quand on a les souscriptions, ce n'est pas disponible. Et lorsque tu es là-bas, en fait, tu demandes les chapitres des livres, par exemple, pour moi, pour mon cas, et les auteurs te donnent, certains disent qu'ils n'ont pas aussi accès, parce qu'il s'agit aussi de ça. Parfois, si tu publies un article, un chapitre, tu n'as pas la version finale. Donc, c'est ces deux plateformes sur lesquelles je voulais insister. Maintenant, je peux faire un petit crochet, par exemple, sur ce qu'on appelle les logiciels de gestion de références bibliographiques, comme Mendeley, comme Zotero, comme EndNote, par exemple. Ces logiciels-là, en fait, sont même, en fait, je vais dire ça comment, même toutes les plateformes de création des réseaux, c'est-à-dire partage de publication de ces articles avec d'autres chercheurs du domaine. Et ils se positionnent même aujourd'hui comme des vrais moteurs de recherche. Mendeley, par exemple, qui a été acheté, je crois que ça fait au moins déjà peut-être une demi-dizaine d'années par Elsevier, par exemple, c'est déjà en fait comme une plateforme de, ça dit qu'il y a aussi, je vais dire ça comment, une barre de recherche dans Mendeley où tu tapes comme tu t'appelles dans Google, ainsi de suite, pour avoir des articles. Et du coup, ça se positionne comme un réseau social, ça te connecte avec d'autres chercheurs. Zotoré, pareil, donc il faut essayer de regarder ça. Bon, d'autres réseaux comme MyScienceWorks, Viadao. Bon, je crois que Viadao, c'est un peu le LinkedIn des Français. Mais bon, ça ne bombe pas comme LinkedIn. Il y a aussi un LinkedIn pour les Allemands ici, c'est Zing. Ça dit, voilà, Z-I-N-G. C'est aussi, vous voyez, chacun essaie de développer. Et je crois aussi que pour certains qui sont déjà allés en Chine, ils savent que la Chine, par exemple, développe tout sa part de tout ça. C'est-à-dire que lorsque les voisins, par exemple, ils ont leur part, c'est pas ce qu'on appelle ça. Voilà, donc il y a un ensemble de choses comme ça là qu'il faut connaître. Donc, bon, Web of Science, ORCID, ça fait toujours partie des plateformes importantes pour les chercheurs. Il faut avoir son compte Web of Science, compte Poublon, on appelle ça Poublon par exemple. Or, si tout le monde le sait, voilà, c'est l'identification unique, identifiant unique d'un chercheur. Ce sont en fait un ensemble de, comment je vais dire ça, de plateformes de logiciels qui sont bien pour les chercheurs. Il faut être présent en ligne. Voilà. Next. Voilà. Next. OK.
Nous avons Academia. Academia aussi, voilà, c'est porteur. Bon, je crois que nous, en Afrique, on n'utilise pas beaucoup ça, mais voilà, ça passe aussi. Si vous tapez un peu Academia, vous allez voir comment il y a pas mal de choses là-bas, pas mal de chercheurs qui sont, pas mal de profils qui peuvent vous intéresser. J'ai vu la plateforme est assez. Et je crois que par rapport à ce que je connaissais avant de Academia, aujourd'hui, c'est un peu plus soft. Je crois que c'est un peu plus facile de naviguer sur les plateformes. Donc, je vous conseille, pour ceux qui sont intéressés, de créer votre compte Academia. Pourquoi ne pas? Après, il y a Google Scholar. Vraiment, Google Scholar, ça, c'est sûr. Pour un chercheur qui se veut international, qui se veut visible, doit avoir son compte Google Scholar parce que ça fait quand même partie des plateformes les plus crédibles, par exemple, pour donner le H-index, par exemple. Donc, il faut avoir son compte. C'est vrai que ces plateformes-là, comme Google Scholar, comme ResearchGate, ça demande des adresses mail professionnelles, c'est-à-dire institutionnelles. Donc, si vous n'avez pas, et je crois que c'est un problème en Afrique parce que en Afrique, par exemple, on est dans les universités et des fois, il est inadmissible que tu es chercheur, doctorant à l'université de Yaoundé 1 et tu continues d'utiliser Yahoo parce que l'université même ne te donne pas l'adresse email universitaire parce que c'est un truc qui est crédible. Et dans notre façon de faire aussi, des fois même certains étudiants, chercheurs, doctorants, à qui on donne l'adresse universitaire, c'est-à-dire unif.chan, unif.yaoundé 1, ils n'utilisent pas. Ils continuent à contacter les encadreurs partout avec les Yahoo. Comme le docteur Wamba le disait, par exemple, lorsque vous postulez à certaines bourses, c'est un programme qui va éliminer certaines candidatures de façon automatique. Et c'est comme ça aussi qu'il y a aussi des enseignants ici, c'est-à-dire, il se dit qu'il ne fonctionne qu'avec les adresses mail institutionnelles. Et sa boîte mail est réglée de telle sorte que tout ce qui arrive comme Yahoo, machin là, comme ça, c'est éjecté de façon automatique. Après, tu vas dire que bon, tu as écrit 2 mails, 100 mails, tu n'as pas eu de réponse. On n'a même pas lu, en fait. On n'a même pas lu. Et ça fait mal qu'on ne lit pas. Je me souviens, pour une petite anecdote, lorsque j'étais à l'université de Nantes, j'avais mon compte pro, effectivement, Unif Nantes, où on pouvait tout paramétrer. Ça dit vraiment tout. Tu pouvais savoir exactement ce que celui qui reçoit ton mail fait. Et j'ai été choqué parce qu'effectivement, je recevais les notifications quand je cherchais les encadreurs, je recevais les notifications du genre effacées sans être lues. C'est-à-dire quand tu envoies, effectivement, ça arrive. On te dit que c'est arrivé. Quand il ouvre, on te dit que le mail a été ouvert. Des fois, comme ça, tu reçois une notification, tu envoies un mail comme ça, on te dit effacé sans être lu. Tu comprends que même si c'est avec c'est au niveau ou avec une adresse mail professionnelle, les gens arrivent à effacer sans lire, ça dit combien de fois il y a. Donc, pour les chercheurs qui sont déjà en doctorat, par exemple, si vous pouvez vraiment, si vous n'avez pas, rapprochez-vous des services universitaires pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des adresses mail institutionnelles. Ça vous permet de créer en fait vos comptes Google Scholar, ainsi de suite. ResearchGate encore, il y a un moyen de contourner. Je crois que celui qui a ResearchGate peut inviter maximum 3 personnes, même si n'ont pas d'adresse institutionnelle, pour pouvoir aussi adhérer à cette plateforme-là. Je crois que c'était bon pour ici, Google Scholar. Donc, en fait, voilà donc ces réseaux sociaux-là, comme ça, professionnels. C'est-à-dire LinkedIn, comme j'ai expliqué, ResearchGate, Academia, Google Scholar, ce sont des réseaux, voilà, et voilà, si vous parlez de Google Scholar, il y a un ensemble de choses. Et même Google Scholar, comme je disais aussi, vous créez des alertes sur Google Scholar. Par exemple, c'est comme je dis, c'est un très bon réseau social pour les chercheurs. C'est-à-dire que ça te permet de créer des alertes pour ton domaine de recherche. À chaque fois qu'un article est publié dans ton domaine de recherche, tu reçois la notification de façon automatique dans ta boîte mail. On a publié un article dans ton domaine de recherche. Chaque fois que ton article est cité, on t'envoie en fait. Tu vois en fait qui a cité ton article, qu'est-ce qu'il a dit. Tu peux voir comment est-ce qu'on te cite. Tu vois si on lit tes travaux. Donc, c'est important. Donc, le deuxième point, merci, M. Naïm, qui a déjà avancé, c'était la participation aux conférences. Voilà. C'est aussi quelque chose, un aspect important pour pouvoir construire son réseau. Il faut participer aux conférences. J'ai mis ici, là, je ne sais pas si vous connaissez, Coms. C'est un site voilà, qui répertorie les conférences. Si vous tapez ça dans Google, vous allez voir en fait où
il y a un ensemble de conférences. La plupart du temps, toutes les conférences qui sont internationales sont repérées là-bas, mais pas toutes. Mais pas toutes. Il faut aussi d'autres astuces pour pouvoir savoir quelles sont les conférences qui sont disponibles dans ton domaine de recherche. Je crois que c'est les aspects sur lesquels on pourra revenir à l'avenir dans nos prochains webinaires. Donc, participer à la conférence vous permet de vous connecter avec des gens, hein, participer et présenter, c'est encore mieux. Que ce soit des posters, que ce soit des présentations orales, ça va. Ça vous permet de vous connecter avec les chercheurs de votre domaine. Et voilà, des collaborations, comme on a dit à l'entame, interdisciplinaires et intercontinentales. Ça permet toujours de renforcer ce type de réseau. Ça permet les déplacements parce qu'aujourd'hui, quand même, je crois que nous sommes arrivés à un niveau où on fait aussi venir les Européens. C'est-à-dire que dans la plupart du temps, ces programmes-là sont montés qui favorisent la mobilité de l'Afrique vers l'Europe, États-Unis, UK, et aussi de ces pays-là vers l'Afrique. Donc, on arrive aujourd'hui quand même à accueillir des chercheurs de haut niveau dans nos pays qui font des présentations, qui inspirent les jeunes et ça, c'est bien. Next. Voilà, là j'ai mis en fait c'est juste quelques trucs qui me concernent personnellement. Comme je disais, comme c'est pour rechercher des bourses en fait, et après, en fonction de votre domaine, il faut vous affilier. Ça permet toujours de vous connecter au réseau. Il faut vous affilier aux sociétés savantes de votre domaine. Comme moi, par exemple, voilà, je suis à la société voilà, de chimie, société internationale de chimie, société de spectrométrie de masse, que ce soit de la France, que ce soit de l'Allemagne. Et je continue toujours à rester, à payer mon inscription parce qu'effectivement, on a en fait des informations qui viennent vers nous si et seulement si on est inscrit dans cette savante-là. Donc, ça peut coûter un peu de budget, mais je vous assure, des fois, c'est pas mal. Une petite histoire par rapport à ça. Lorsque vous êtes inscrit là-bas, comme je dis, je crois que ça fait 2 ans, par exemple, j'ai loupé une opportunité parce qu'étant membre de la Société française de spectrométrie de masse, effectivement, il y a un laboratoire en France de spectro de masse qui veut acheter les nouveaux appareils. Et c'est comme ça qu'on envoie le mail aux membres pour dire que bon, il y a un laboratoire qui veut débarrasser des appareils pour acheter des nouveaux. Et ce n'est pas que c'est en panne. Donc, vous voyez que c'est à travers ces réseaux-là, comme ça, là, que vous pouvez même développer finalement un laboratoire au Cameroun sans, entre guillemets, rien dépenser. C'est-à-dire qu'on vous donne du matériel. Voilà, si vous vérifiez que c'est bien, en fait, voilà, je crois que c'est encore ce qu'on peut faire. Nous qui sommes dans les domaines, par exemple, de chimie analytique, où les appareils sont encore assez coûteux, si on a des trucs qui sont une seconde main, je crois qu'on peut déjà commencer à utiliser, à se former, parce qu'il faut le dire, lorsqu'on quitte de l'Afrique à l'Europe, des fois dans le laboratoire, on est un peu quand même frustré et c'est embêtant parce que voilà, on a passé le temps d'un environnement où on n'est pas confronté aux appareils, on a peur de manipuler. Donc, si on a déjà ça en Afrique quand même, ça permet qu'on coupe ces barrières-là. Et voilà, je montre aussi là-bas, voilà, j'ai participé à un ensemble de conférences. Vous voyez, en tant qu'étudiant en France, quand je faisais ma thèse, j'étais entre Nantes, Nancy, Angers, Brest, et ça permettait toujours, en fait, de créer des contacts au Cameroun pour les conférences. Pareil pour mon postdoc ici. Lorsque nous sommes ici, comme ça, on a la possibilité de faire des conférences dans d'autres pays, en fait. Et ça permet toujours, voilà, d'augmenter sa notoriété, sa reconnaissance au niveau scientifique et créer ces relations. Next, I think. Voilà. Je vais conclure cette partie où on parlait du networking particulièrement et des outils numériques en disant que les chercheurs africains, nous particulièrement là, on incite les chercheurs africains. Le networking est un outil pour accéder aux ressources et aux collaborations. Si vous networkez, vous accédez aux ressources et aux collaborations. Et ces ressources-là peuvent être matérielles la plupart du temps. Les collaborations, ça peut aboutir à des co-publications. On dit aussi que c'est un moteur de développement personnel, hein, et de renforcement de la recherche sur le continent. Il faut investir dans les relations professionnelles. C'est essentiel pour construire une carrière solide et durable, tel que c'est écrit. Et par rapport aux outils numériques, d'accord, ne laissons pas de côté les outils numériques
généralistes, Facebook, WhatsApp, Snap, ça permet quand même de passer du bon temps et de sourire dans cette vie qui est quand même assez, de temps en temps, difficile. Mais n'oublions pas l'essentiel. En tant que chercheur, chercheur en herbe, chercheur senior, chercheur en devenir, utilisez les outils numériques, voilà, qui peuvent vous aider dans votre parcours, qui vont améliorer votre visibilité, vont vous permettre de collaborer plus efficacement et voilà, d'organiser aussi vos travaux de recherche. Merci à celui qui fait message en me disant de ne pas oublier effectivement la plateforme Twitter qui est X aujourd'hui. Effectivement, on ne peut pas tout présenter et effectivement, c'est un réseau, bon, ça a été acheté récemment par Elon Musk, Elon Musk, tout le monde le connaît, donc c'est aussi bien, c'est même très bien. Il faut aussi là-bas sur Twitter, sur X, on va dire ça comme ça, là, suivre les bonnes personnes, suivre les, on va dire ça comment, les bonnes universités. Bon, maintenant, ce que je décris actuellement sur X, c'est juste que ça ne fonctionne pas comme LinkedIn. Tu vois, il faut un abonnement vraiment pour pouvoir publier un certain nombre de mots. Donc, tant que tu n'es pas premium, voilà, tu es limité à de très courts textes. Mais bon, c'est pas grave. On peut être là-bas pour suivre des universités, des institutions. Merci pour celui qui m'a rappelé. Next. Je vois que là, on arrive à la fin de cette partie. Et avant de passer la parole au host event, c'est-à-dire à nos modérateurs, Éloge et Paul, je remercie d'abord vous les participants parce que voilà, ça fait plaisir que vous soyez connectés, sinon on devait parler ici seul. Et donc, je remercie aussi d'autres co-panélistes, le professeur Brice, le docteur Brice Okaré. Et voilà, monsieur Naïm, je te remets la parole.